Il y a des objets qui pèsent plus lourd que leur masse physique. Une alliance retirée, une clé qui n'ouvre plus aucune porte. Ou, dans le cas d'Henri, une enveloppe jaunie, scellée il y a 40 ans et jamais ouverte. Nous passons notre vie à courir après la vérité, mais parfois, c'est le mensonge qui nous maintient en vie. Henri a vécu 4 décennies sur une certitude, celle d'avoir été abandonné. Il a construit sa forteresse, sa carrière et sa solitude sur cette pierre angulaire. Mais que se passe-t-il lorsque l'on découvre, au crépuscule de sa vie, que la fondation de notre existence repose sur un malentendu? Cette histoire est celle d'un homme qui a peur d'ouvrir une lettre, non pas parce qu'il craint ce qu'elle contient, mais parce qu'il craint que sa souffrance n'ait servi à rien. C'est un récit sur le temps perdu, l'orgueil mal placé et le courage terrifiant qu'il faut pour pardonner. Si vous avez déjà ressenti que le passé est une ombre qui ne vous quitte jamais vraiment, et que certains secrets ont le pouvoir de changer une vie même des décennies plus tard, alors cette histoire est pour vous. Prenez un moment pour aimer cette vidéo, car cela aide d'autres âmes en quête de sens à nous trouver. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains récits sur la complexité du cœur humain. Henri Delacroix vivait dans un appartement du boulevard Raspail, un de ces logements haussmanniens au parquet qui craque et au plafond si haut qu'ils semblent aspirer les pensées. À 78 ans, Henri était un homme de rituel. Ancien architecte de renom, il avait passé sa vie à tracer des lignes droites, à ériger des structures solides, à contrôler l'espace et la lumière. Le désordre l'effrayait, le chaos émotionnel le terrifiait. Depuis la mort de sa femme, Mathilde, il y a 5 ans, il vivait dans un silence monacal, entouré de ses livres et de ses plans. Sa bibliothèque était son sanctuaire, une pièce tapissée de chênes sombres où l'odeur du vieux papier se mêlait à celle de la cire d'abeille. Ce mardi-là, la pluie battait les vitres avec cette insistance morne de l'automne parisien. Henri cherchait une référence dans un vieux volume de l'éducation sentimentale de Flaubert. Il ne l'avait pas ouvert depuis ses années d'étudiant aux Beaux-Arts, une époque où il croyait encore que la passion pouvait cohabiter avec la raison. Il monta sur l'escabeau en acajou, ses articulations protestant doucement, et tira le livre de l'étagère du haut. L'ouvrage était lourd, relié en cuir bordeaux. En le descendant, il sentit quelque chose glisser. Ce ne fut pas un bruit fort, juste un bruissement, comme un soupir de papier. Une enveloppe tomba sur le tapis perçant. Henri redescendit lentement. Il se baissa pour ramasser l'objet. C'était une enveloppe carrée, d'un papier vélin de qualité, mais jauni par les décennies. Il n'y avait pas de timbre. Juste un prénom écrit à l'encre bleue, une encre qui avait légèrement pâli mais restait lisible. Henri. Il reconnut l'écriture immédiatement. Cette boucle sur le H, cette façon de lier le N et le R. Son cœur, d'habitude si régulier, rata un battement, puis s'emballa avec une violence douloureuse. C'était l'écriture d'Élise. Élise, le fantôme. Élise, l'amour inachevé de 1984. Il se souvenait du jour où il avait reçu cette lettre, ou plutôt, du jour où il avait refusé de la recevoir. C'était après leur rupture, une rupture qui n'avait été qu'une disparition brutale. Elle était partie sans un mot, laissant juste un vide immense. Quelques jours plus tard, cette lettre avait été glissée sous sa porte. À l'époque, dévoré par la colère, l'orgueil blessé et la certitude qu'elle l'avait quitté pour un autre, il l'avait prise et l'avait fourrée dans ce livre, jurant de ne jamais lire ses excuses bidons. Il voulait la punir par son indifférence. Puis, la vie avait avancé. Il avait rencontré Mathilde. Il avait construit des immeubles. Il avait oublié le livre. Mais l'enveloppe était là, scellée. Elle avait attendu 40 ans. Elle était comme une bombe à retardement qui avait tic-taqué en silence pendant qu'il vieillissait. Henri s'assit dans son fauteuil en cuir, l'enveloppe tremblant dans sa main. Il avait l'impression de tenir un morceau de peau humaine. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce jour précis? Le passé venait de faire irruption dans son présent ordonné. Et il sentait, avec une certitude glaçante, que rien ne serait plus jamais comme avant. Henri posa l'enveloppe sur son bureau, sous la lampe verte de notaire. Il ne pouvait pas l'ouvrir, pas encore. La simple vue de cet objet le projetait violemment en arrière, dans le Paris du début des années 80. À l'époque, Henri n'était pas ce vieil homme respectable et rigide. Il était un jeune étudiant en architecture, passionné, idéaliste, avec des cheveux en désordre et des taches d'encre sur les doigts.
Il vivait dans une chambre de bonne rue des Canettes et il pensait que le monde l'attendait. C'était l'époque des débats sans fin dans les cafés enfumés, des cigarettes brunes et des rêves de révolution urbaine. Et au centre de ce tourbillon, il y avait Élise. Elle n'était pas du même monde. Henri venait d'une famille de la haute bourgeoisie lyonnaise, rigide et conservatrice. Élise était fille de fleuriste, une étudiante aux beaux-arts qui peignait des toiles immenses et colorées, qui riait fort et qui portait des jupes longues achetées aux puces. Ils s'étaient rencontrés au jardin du Luxembourg. Elle dessinait une statue, il avait critiqué sa perspective. Elle avait ri et lui avait offert une pomme. Ce fut le début d'une passion dévorante, absolue, de celles qui brûlent tout sur leur passage. Henri revoyait son visage avec une clarté terrifiante. Ses yeux noisettes, cette petite cicatrice sur le menton, l'odeur de térébenthine et de jasmin qui la suivait partout. Ils avaient passé 2 ans ensemble, 2 ans à défier les conventions. Ses parents, bien sûr, désapprouvaient. Son frère aîné, Charles, le responsable de la famille, lui disait qu'il gâchait son avenir avec une bohémienne, mais Henri s'en moquait. Il voulait l'épouser, il voulait construire une maison pour elle. Puis, il y a eu cet été, 1984. L'été du silence. Henri travaillait jour et nuit sur son projet de fin d'études. Il était stressé, distant. Élise semblait soucieuse, mais il ne posait pas de questions, trop absorbé par son ambition. Et un matin, elle n'était plus là. Juste une clé laissée sur la table, pas de mots, pas d'explication. Il avait couru chez elle, mais l'appartement était vide. La concierge lui avait dit qu'elle était partie au sud. Il avait cru mourir de douleur, puis la douleur était devenue de la haine. Il s'était dit qu'elle s'était lassée, qu'elle avait trouvé un peintre ou qu'elle avait simplement eu peur de l'engagement. Cette lettre sur le bureau, c'était la voix d'Élise qui revenait d'outre-tombe. Qu'avait-elle écrit? Des excuses, des reproches? Je ne t'aime plus. Henri se leva et alla vers la fenêtre. La pluie continuait de tomber sur Paris. Il réalisa qu'il avait passé 40 ans à détester la femme qu'il avait le plus aimée. Il avait épousé Mathilde par raison, par amitié, par convenance. Il avait été un mari fidèle, un père correct, mais il n'avait plus jamais ressenti ce feu. En refusant d'ouvrir cette lettre à l'époque, il avait choisi de rester dans sa colère confortable plutôt que d'affronter la vérité de la rupture. Il avait choisi l'orgueil. Et aujourd'hui, l'orgueil présentait la facture. L'enveloppe semblait émettre une chaleur, une radiation qui traversait la pièce. Il ne pourrait pas dormir tant qu'elle serait là. Les jours qui suivirent la découverte furent un calvaire mental pour Henri. Il avait caché la lettre dans le tiroir le plus bas de son bureau, sous une pile de vieux contrats d'assurance, comme si c'était une arme illégale ou une preuve incriminante. Mais cacher l'objet ne faisait qu'amplifier sa présence psychique. Henri, qui d'habitude se levait à 7 heures précises, commença à errer dans l'appartement à 3 heures du matin. Il se surprenait à fixer le tiroir pendant des heures, incapable de travailler, incapable de lire. L'architecture de sa vie, si soigneusement maintenue, commençait à se fissurer. Sa fille, Sophie, passa le voir le dimanche, comme elle le faisait toutes les 2 semaines. Sophie était une femme pragmatique, avocate, qui ressemblait beaucoup à sa mère Mathilde. Elle remarqua immédiatement les cernes sous les yeux de son père, sa main qui tremblait légèrement en versant le thé, et surtout, ce regard absent, comme s'il écoutait une conversation que personne d'autre n'entendait. « Papa, tu es sûr que ça va? Tu as l'air hanté. Tu veux que je prenne rendez-vous chez le cardiologue ?» demanda-t-elle en posant sa tasse de porcelaine. Henri sursauta, comme pris en faute. « Non, non, Sophie. Juste une petite insomnie. Le changement de saison, sans doute. L'humidité attaque mes vieux os. » Il mentait mal, il n'avait jamais su mentir. « Tu ne travailles pas trop sur tes mémoires? Je sais que tu voulais trier tes archives, mais tu ne dois pas t'épuiser. Le passé, c'est lourd à remuer. » Cette phrase, innocente, le frappa de plein fouet. Le passé, c'est lourd. Elle ne croyait pas si bien dire. Henri regarda sa fille. Il eut une envie soudaine, violente, de tout lui raconter. De lui dire « Il y a une lettre dans ce tiroir, elle est de la femme que j'aurais dû épouser. Si je l'avais ouverte, tu ne serais peut-être pas là. » Cette pensée le terrifia. Ouvrir cette lettre, c'était potentiellement nier l'existence même de sa famille actuelle. C'était trahir la mémoire de Mathilde, c'était admettre que sa vie avait été un plan B.
Il se tut. Il sourit faiblement. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais me reposer. » Dès qu'elle fut partie, il courut au bureau. Il ouvrit le tiroir. Il prit l'enveloppe. Il la porta à son nez. L'odeur de papier vieux dominait, mais il lui sembla, l'espace d'une seconde hallucinée, percevoir une trace infime de jasmin. Il passa son doigt sur le seau de cire rouge, brisé par le temps, mais toujours en place. Pourquoi avait-il si peur? Parce qu'à l'intérieur, il y avait la version d'Élise. Et si cette version était pire que son silence? Et si elle lui disait qu'il avait été un amant médiocre, un homme ennuyeux, ou pire? Et si elle disait qu'elle l'aimait toujours au moment de partir? L'obsession devenait physique. Il avait mal au ventre. Il avait l'impression d'être un archéologue qui vient de trouver une tombe maudite et qui hésite à briser le sceau, sachant que l'air qui s'en échappera pourrait être mortel. La nuit suivante fut la pire de toutes. Une tempête automnale s'abattait sur Paris, le vent hurlant dans les cheminées. Henri était assis à son bureau, l'enveloppe devant lui, éclairée par la seule lampe de chevet qu'il avait apportée du salon. Il avait sorti un coupe-papier en argent, un héritage de son père. La lame brillait, froide et tranchante. Il s'imaginait le geste. Un glissement sec, le bruit du papier qui se déchire. Et puis, la vérité. Il commença à négocier avec lui-même. C'était ridicule. C'était de l'histoire ancienne. 40 ans. Des empires s'étaient effondrés. Des murs étaient tombés. Internet avait été inventé. Qu'est-ce que les mots d'une étudiante de 20 ans pouvaient changer aujourd'hui? Il était vieux. Il allait mourir bientôt. Pourquoi se tourmenter? Il devrait la brûler. Oui, la brûler dans la cheminée du salon. Regarder les mots devenir cendres sans jamais avoir été lus. Ce serait l'acte final de maîtrise. Il garderait le contrôle jusqu'au bout. Il se leva, l'enveloppe à la main, et marcha vers le salon. Les braises rougeoyaient encore dans l'âtre. Il s'approcha. La chaleur lui piqua le visage. Il tendit la main. Mais il ne put pas lâcher le papier. Ses doigts refusèrent d'obéir. C'était plus fort que lui. C'était la curiosité, oui, mais c'était surtout l'espoir. Un espoir insensé, irrationnel, qu'il avait cru mort. L'espoir qu'il n'avait pas été jeté. L'espoir qu'il y avait une raison noble, une tragédie romantique derrière son départ, et pas juste la banalité du désamour. Il recula, s'éloignant du feu. Il s'assit sur le tapis, le dos contre le canapé, épuisé. Il repensa à Élise, à sa manière de rire en renversant la tête en arrière. Il repensa à leur dernier baiser, qui ne semblait pas être un adieu. « Lâche !» murmura-t-il à haute voix dans le salon vide. « Tu n'es qu'un vieux lâche. » Il savait qu'il allait l'ouvrir. Il ne pouvait pas faire autrement. La lettre le consumait. S'il ne l'ouvrait pas, il mourrait en fixant ce papier. Mais il avait besoin de courage. Ou peut-être avait-il besoin de sortir de cet appartement qui était devenu une prison de souvenirs. Il décida que demain, il irait au jardin du Luxembourg, là où tout avait commencé. Il l'ouvrirait là-bas, sous les arbres dépouillés, face à la statue qu'elle dessinait. Ce serait un rituel, une boucle qui se ferme. Si vous vous reconnaissez dans cette lutte entre le désir de savoir et la peur de souffrir, c'est que vous comprenez la complexité de l'âme humaine. Parfois, le plus grand courage n'est pas d'affronter une épée, mais d'affronter une feuille de papier. Continuez à lire, car ce qui se trouve dans cette enveloppe va bouleverser bien plus qu'une simple nuit d'insomnie. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu lavé, froid et pur, comme il l'est parfois après la tempête. Henri s'habilla avec un soin particulier. Il mit son manteau de laine gris, son écharpe en cachemire, et glissa l'enveloppe dans la poche intérieure, contre son cœur. Il sentait sa présence à chaque battement. Un frottement léger qui lui rappelait son objectif. Il prit le bus 82 jusqu'au Luxembourg. Le jardin était calme. Quelques joggeurs matinaux, des étudiants pressés traversant vers la Sorbonne, et les chaises vertes en métal, vides et humides, attendant des visiteurs qui ne viendraient pas. Henri marcha lentement, ses chaussures crissant sur le gravier. Il retrouva l'endroit exact, près de la fontaine Médicis. C'était là. Le banc n'était plus le même. Le bois avait été changé, mais la lumière qui filtrait à travers les platanes était identique à celle de 1982. Il s'assit. Il faisait froid, mais il ne le sentait pas. Il sortit l'enveloppe. À la lumière du jour, elle paraissait encore plus fragile, plus ancienne. Il passa son pouce sous le rabat.
La colle était sèche, cassante. Il n'eut même pas besoin du coupe-papier. Une simple pression suffit. Le cachet de cire sauta. Il sortit la lettre. Une seule feuille, pliée en 4. L'écriture était dense, serrée. Il reconnut l'encre bleue. Il prit une grande inspiration. L'air glacé lui brûlant les poumons et déplia le papier. Il s'attendait à lire « Mon chéri » ou « Henri ». Mais la lettre ne commençait pas par une salutation amoureuse. Elle commençait par « Monsieur Delacroix ». Henri fronça les sourcils. Pourquoi Élise l'appellerait-elle « Monsieur Delacroix » C'était absurde. Il lut la première phrase. « Je vous écris cette lettre sous la contrainte de la promesse que j'ai faite. » Il s'arrêta. Il relut. L'écriture, il y avait quelque chose qui clochait. C'était l'écriture d'Élise, oui, mais elle était tremblée, hachée, comme si elle avait été écrite dans un état de détresse absolue ou sous la dictée. Il continua. « Je pars. Non pas parce que je ne t'aime plus, Henri, mais parce que ton frère Charles m'a donné le choix. Si je reste, ils te couperont les vivres. Ils feront en sorte que tu n'obtiennes jamais ton diplôme, que tu sois banni de tous les cabinets d'architecture de Paris. Ton père a le bras long. » Les mains d'Henri se mirent à trembler si fort que la feuille produisit un bruit de crécelle. Charles, son frère aîné, son père... Il reprit la lecture, le cœur au bord de l'explosion. « Charles m'a offert de l'argent, une somme importante. Tu sais que ma mère est malade, Henri. Elle doit se faire opérer en Suisse et nous n'avons rien. Charles a dit « Prends l'argent pour ta mère et disparais ou reste et regarde Henri devenir un raté par ta faute. J'ai choisi ta carrière, Henri, et j'ai choisi la vie de ma mère. Je prends l'argent. Je pars. Je dois te faire croire que je ne t'aime plus pour que tu ne me cherches pas. Charles a dit que c'était la condition, mais je ne peux pas partir sans te laisser cette vérité, même si je ne sais pas si tu la liras un jour. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Pardonne-moi ma faiblesse. Pardonne-moi de t'avoir sauvé malgré toi. » La signature était simple. Élise. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu lavé, froid et pur, comme il l'est parfois après la tempête. Henri s'habilla avec un soin particulier. Il mit son manteau de laine gris, son écharpe en cachemire, et glissa l'enveloppe dans la poche intérieure, contre son cœur. Il sentait sa présence à chaque battement. Un frottement léger qui lui rappelait son objectif. Il prit le bus 82 jusqu'au Luxembourg. Le jardin était calme. Quelques joggeurs matinaux, des étudiants pressés traversant vers la Sorbonne, et les chaises vertes en métal, vides et humides, attendant des visiteurs qui ne viendraient pas. Henri marcha lentement, ses chaussures crissant sur le gravier. Il retrouva l'endroit exact, près de la fontaine Médicis. C'était là. Le banc n'était plus le même, le bois avait été changé, mais la lumière qui filtrait à travers les platanes était identique à celle de 1982. Il s'assit. Il faisait froid, mais il ne le sentait pas. Il sortit l'enveloppe. À la lumière du jour, elle paraissait encore plus fragile, plus ancienne. Il passa son pouce sous le rabat. La colle était sèche, cassante. Il n'eut même pas besoin du coupe-papier. Une simple pression suffit. Le cachet de cire sauta. Il sortit la lettre. Une seule feuille, pliée en 4. L'écriture était dense, serrée. Il reconnut l'encre bleue. Il prit une grande inspiration. L'air glacé lui brûlant les poumons et déplia le papier. Il s'attendait à lire « Mon chéri » ou « Henri ». Mais la lettre ne commençait pas par une salutation amoureuse. Elle commençait par « Monsieur Delacroix ». Henri fronça les sourcils. Pourquoi Élise l'appellerait-elle « Monsieur Delacroix » C'était absurde. Il lut la première phrase. « Je vous écris cette lettre sous la contrainte de la promesse que j'ai faite. » Il s'arrêta. Il relut. L'écriture, il y avait quelque chose qui clochait. C'était l'écriture d'Élise, oui, mais elle était tremblée, hachée, comme si elle avait été écrite dans un état de détresse absolue ou sous la dictée. Il continua. « Je pars. Non pas parce que je ne t'aime plus, Henri, mais parce que ton frère Charles m'a donné le choix. Si je reste, ils te couperont les vivres. Ils feront en sorte que tu n'obtiennes jamais ton diplôme, que tu sois banni de tous les cabinets d'architecture de Paris. Ton père a le bras long. » Les mains d'Henri se mirent à trembler si fort que la feuille produisit un bruit de crécelle. Charles, son frère aîné, son père... Il reprit la lecture, le cœur au bord de l'explosion. « Charles m'a offert de l'argent,
Une somme importante. Tu sais que ma mère est malade, Henri. Elle doit se faire opérer en Suisse et nous n'avons rien. Charles a dit « Prends l'argent pour ta mère et disparais ou reste et regarde Henri devenir un raté par ta faute. J'ai choisi ta carrière, Henri, et j'ai choisi la vie de ma mère. Je prends l'argent. Je pars. Je dois te faire croire que je ne t'aime plus pour que tu ne me cherches pas. Charles a dit que c'était la condition, mais je ne peux pas partir sans te laisser cette vérité, même si je ne sais pas si tu la liras un jour. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Pardonne-moi ma faiblesse. Pardonne-moi de t'avoir sauvé malgré toi. » La signature était simple. Élise. De retour chez lui, Henri ne s'effondra pas. Au contraire, il entra dans une frénésie d'action. Il alluma son ordinateur, un appareil qu'il utilisait rarement. Il tapa « Élise Martin, Beaux-Arts, Paris 1982 ». Rien. Trop commun. Martin était le nom le plus courant de France. Il réfléchit. Sa mère, elle avait une mère malade. Où? En Suisse? Non, elle avait dit qu'elle devait se faire opérer en Suisse. Elle venait de Normandie. Oui, Élise lui parlait souvent des falaises, du vent, de la mer grise. Elle venait d'un petit village près de Fécamp. Yport, c'est ça. Yport. Il tapa « Élise Martin Yport ». Quelques résultats. Une vieille liste électorale. Un avis de décès d'une certaine Jeanne Martin en 1985, la mère, sans doute. Et puis, une mention dans un bulletin municipal récent d'une petite commune voisine, Vatetot-sur-Mer. Exposition des aquarelles d'Élise Morel, née Martin, à la salle des fêtes. Morel, elle s'était mariée. Bien sûr qu'elle s'était mariée. Cela lui fit un pincement au cœur, une jalousie rétrospective absurde, mais douloureuse. Mais la date du bulletin était récente, juin 2023. Elle était vivante, elle peignait encore. Henri nota l'adresse de la mairie de Vatetot. Il regarda sa montre. Il était 14 heures. S'il prenait sa voiture, il pouvait y être ce soir. Il n'hésita pas une seconde. Il ne prévint pas sa fille. Il ne fit pas de valise. Il prit juste son carnet de chèques, son téléphone et la lettre. Il descendit au garage, démarra sa vieille Peugeot 504 coupé, qu'il gardait par nostalgie, et s'engagea sur le périphérique. Conduire vers l'ouest, sous la pluie, lui donna l'impression de remonter le temps. Chaque kilomètre effaçait une année de mensonges. Il allait vers elle. Il avait 78 ans, il avait mal au dos, sa vue baissait le soir, mais il se sentait comme un chevalier en croisade. Il allait réparer l'histoire. Ou du moins, il allait essayer de nettoyer la boue qu'il avait jetée mentalement sur elle pendant 4 décennies. Il arriva en Normandie à la tombée de la nuit. Le vent soufflait fort, charriant l'odeur du sel et des algues. Vatetot-sur-Mer était un hameau de quelques maisons accrochées à la falaise, battues par les éléments. Henri s'arrêta au seul café ouvert. Il commanda un café noir pour se donner du courage. « Je cherche Madame Élise Morel », demanda-t-il à la patronne. « C'est une artiste peintre. » La patronne essuya le comptoir. « Ah, la dame aux aquarelles. Oui, elle habite au bout du chemin des douaniers. La petite maison avec les volets bleus délavés. Elle ne sort pas beaucoup, vous savez. Elle est fatiguée. » Fatiguée. Le mot résonna comme une menace. Henri remercia et reprit la voiture. Il trouva la maison. Elle était isolée, face à l'immensité sombre de la Manche. Une petite lumière brillait à une fenêtre du rez-de-chaussée. Henri coupa le moteur. Il resta assis dans le noir pendant 10 minutes, tétanisé. Qu'allait-il dire? « Bonjour, c'est moi, l'idiot qui t'a ignoré pendant 40 ans. Bonjour, je viens de lire ta lettre. » Et si elle le rejetait? Elle en avait le droit. Elle avait sacrifié sa vie pour lui, et il n'avait rien fait en retour. Il sortit de la voiture. Le vent faillit lui arracher son chapeau. Il marcha jusqu'à la porte en bois, dont la peinture s'écaillait. Il n'y avait pas de sonnette, juste un heurtoir en fer rouillé, en forme d'encre. Il frappa 3 coups. Le bruit fut avalé par le vent. Il attendit. Rien. Il frappa à nouveau, plus fort. Une lumière s'alluma dans l'entrée. Il entendit des pas lents, traînants. Une voix de femme, chevrotante, demanda à travers le bois. « Qui est là? C'est l'infirmière ?» La voix, c'était sa voix, cassée, vieillie, mais c'était elle. Henri sentit les larmes monter à ses yeux, chaudes et brûlantes. « Non !» dit-il, sa voix se brisant. « C'est Henri.
Il y eut un silence total derrière la porte, plus long que les 40 années passées. Puis, le bruit d'un verrou qui tourne. La porte s'entr'ouvrit. Si vous avez déjà eu peur de dire la vérité à quelqu'un que vous aimez, vous savez que ce moment, juste avant que la porte ne s'ouvre, contient toute la terreur et toute la beauté du monde. Restez avec nous, car la rencontre qui va suivre n'est pas seulement des retrouvailles, c'est un jugement dernier. La femme qui se tenait dans l'entrebâillement de la porte n'était pas l'Élise de 1984. C'était une vieille dame, voûtée, appuyée sur une canne. Ses cheveux, autrefois d'un châtain flamboyant, étaient devenus d'un blanc de neige, coupé court. Son visage était une carte de rides profonde, mais les yeux noisettes étaient là, intacts, brillant d'une intelligence vive et, en cet instant, d'une stupeur absolue. Elle le regarda, plissant les yeux comme pour faire le point. « Henri » souffla-t-elle. Ce n'était pas une question, c'était une constatation incrédule. « C'est moi, Élise » dit-il humblement, retirant son chapeau, la pluie mouillant ses cheveux gris. Elle vacilla légèrement. Il fit un geste pour la soutenir, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Henri Delacroix » dit-elle, comme si elle testait la sonorité du nom. « Tu as mis du temps. » Il baissa la tête. « Je sais. Je suis... impardonnable. » Elle le scruta encore un instant, puis elle s'écarta. « Entre, tu vas attraper la mort dehors, et moi aussi. » L'intérieur de la maison était simple, chaleureux, encombré de toiles. Il y avait des paysages marins partout, des ciels tourmentés, des falaises. C'était son âme étalée sur les murs. Elle le guida vers le petit salon, où un feu de bois mourait dans la cheminée. Elle s'assit lourdement dans un fauteuil. « Assieds-toi, dit-elle, en désignant le canapé en face. Ils se regardèrent. Deux vieillards, étrangers et intimes à la fois. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle. Sa voix n'était pas accusatrice, juste lasse. « Pourquoi venir troubler ma fin de vie ?» Henri plongea la main dans sa poche. Il sortit l'enveloppe jaunie, ouverte. « J'ai trouvé ça hier, dans mon exemplaire de Flaubert. » Élise fixa la lettre. Ses yeux s'élargirent. Une main tremblante monta à sa bouche. « Tu ne l'avais jamais ouverte ?»« Non, » avoua Henri, la honte lui brûlant le visage. « Je croyais que c'était une lettre de rupture. Je croyais que tu m'avais quitté pour un autre. J'étais trop orgueilleux pour lire tes excuses. Je l'ai caché et je l'ai oublié. » Élise ferma les yeux. Un rire silencieux, presque douloureux, secoua ses épaules. « Oh, l'ironie !» murmura-t-elle. « J'ai passé ma vie à penser que tu savais. Que tu savais que je m'étais sacrifié pour toi et que tu avais accepté ce sacrifice en silence. Je t'en ai voulu, tu sais. Je me disais, il a pris sa carrière, il a pris sa vie facile, et il ne m'a même pas dit merci. Et toi ? Toi, tu me détestais parce que tu croyais que je t'avais trahi. » Elle rouvrit les yeux. Ils étaient humides. « Nous avons été deux imbéciles, Henri. Deux imbéciles manipulés par ton frère et ton père. » Henri se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. « Charles est mort, dit-il. Mais si je pouvais le déterrer pour le tuer à nouveau, je le ferais. Il m'a volé ma vie. Il m'a volé toi. » « Non, dit Élise doucement. Il ne t'a pas tout volé. Regarde-toi, tu es devenu le grand architecte, n'est-ce pas? J'ai vu tes immeubles dans les journaux. J'ai suivi ta carrière. J'ai découpé les articles. » Elle désigna une pile de vieux magazines sur une table basse. « J'étais fier de toi, Henri. Je me disais, au moins, ça a servi à quelque chose. L'argent qu'ils m'ont donné a payé l'opération de maman. Elle a vécu 10 ans de plus. J'ai pu finir mes études. J'ai eu une vie, tu sais. Pas celle que je voulais avec toi, mais une vie. J'ai épousé Marc, un homme bon, un pêcheur. Il est parti il y a 3 ans. » Henri écoutait, absorbant chaque mot comme une sentence et une absolution. « Mais je t'ai aimé, dit-il, la voix étranglée. Je n'ai jamais cessé de chercher ce que nous avions. Mathilde, ma femme, c'était une compagne merveilleuse, mais ce n'était pas toi. »« Ne dis pas ça, » coupa Élise fermement. « Ne diminue pas ce que tu as vécu. Nous avons eu notre temps. C'était court, c'était le printemps. Mais l'été et l'automne, nous les avons vécus ailleurs. C'est ainsi. » Elle tendit la main vers lui. Il se leva et s'agenouilla près de son fauteuil, prenant sa main dans la sienne. La peau était fine comme du papier à cigarette, froide.
Je suis venu te demander pardon, Élise. Pardon pour mon silence, pardon pour mon orgueil, pardon de ne pas m'être battu pour toi à l'époque. » Élise posa son autre main sur la joue d'Henry. Son toucher était léger, familier. « Il n'y a rien à pardonner, mon vieil amour. Nous étions jeunes. Nous étions pris dans des pièges trop grands pour nous. L'important, c'est que tu sois là maintenant. Tu as ouvert la lettre. Tu as brisé le cercle. » Elle eut une quinte de toux, profonde, inquiétante. Henry vit la fatigue immense qui pesait sur elle. « Tu es malade ?» demanda-t-il avec angoisse. « Le temps, Henry, le temps qui s'arrête. Le médecin dit que mon cœur est usé, il a trop battu sans doute. » Elle sourit. Mais ce soir, il bat un peu plus fort. Henry resta à Vatetot. Il ne repartit pas. Il prit une chambre à l'auberge du village, mais il passait ses journées dans la petite maison au volet bleu. Pendant une semaine, ils vécurent une étrange parenthèse, hors du temps. Henry faisait les courses, préparait du thé, lisait le journal à voix haute. Élise peignait par petites touches quand elle en avait la force. Ils parlaient peu du passé douloureux. Ils parlèrent de l'art, de la lumière sur la mer, de la beauté des choses simples. Ils apprenaient à se connaître à nouveau, non pas comme les amants fougueux de 20 ans, mais comme deux survivants qui partagent un même radeau. Henry découvrit une femme d'une sagesse infinie, une femme qui avait transformé sa souffrance en couleur sur ses toiles. Il comprit que le sacrifice ne l'avait pas détruite. Il l'avait sculptée. Elle était plus forte que lui. Elle avait toujours été plus forte que lui. Un soir, alors que la tempête reprenait dehors, Élise demanda à Henry d'aller chercher un carton dans l'atelier. « C'est pour toi, dit-elle. » Henry ouvrit le carton. À l'intérieur, il y avait des dizaines de croquis. Des croquis de lui. Henry jeune, dormant, Henry travaillant sur ses plans, Henry riant. Elle les avait gardés toutes ces années. « Je n'ai jamais oublié ton visage, » dit-elle doucement depuis son fauteuil. Même quand ma mémoire commençait à flancher sur les détails, mes mains se souvenaient de tes traits. Henry pleura, sans retenue, laissant couler 40 ans de larmes refoulées. Il pleurait la perte, le gâchis, mais aussi la gratitude d'être aimé à ce point, au-delà du temps et de l'absence. « Merci, » souffla-t-il. « Merci de m'avoir attendu. »« Je n'attendais personne, » répondit-elle en fermant les yeux. « Mais je suis contente que tu sois venu. » 3 jours plus tard, Élise s'éteignit dans son sommeil. C'était une nuit calme, sans vent. Henry était assis près d'elle, tenant sa main. Il sentit le moment précis où elle partit, comme une bougie qu'on souffle doucement. Il n'y eut pas de lutte, juste un départ. Henry organisa les funérailles. Il rencontra la fille d'Élise, une femme de 40 ans qui avait les yeux de sa mère. Elle ne savait pas qui il était. Henry se présenta comme un vieil ami de Paris. Il ne voulut pas troubler l'histoire officielle. Il savait la vérité, et cela lui suffisait. Après l'enterrement, dans le petit cimetière marin balayé par les embruns, Henry retourna une dernière fois dans la maison. Il s'assit au bureau d'Élise. Il prit une feuille de papier vierge et son stylo plume. Il écrivit une lettre. Pas pour Élise, mais pour sa propre fille, Sophie. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je te laisse un livre, l'éducation sentimentale, et une lettre qui se trouve dedans. Lis-la. Tu comprendras que ton vieux père a eu une vie avant d'être ton père. Tu comprendras que l'amour est la seule chose qui compte, même quand il fait mal, même quand il est silencieux. Ne fais pas comme moi. N'attends pas 40 ans pour ouvrir les enveloppes que la vie t'envoie. N'aie pas peur de la vérité. La vérité blesse, mais le mensonge tue l'âme à petit feu. » Il scella l'enveloppe, écrivit « Pour Sophie » dessus, et la mit dans sa poche. Henry sortit de la maison. Il regarda la mer une dernière fois. Il se sentait incroyablement léger. La douleur du regret s'était transformée en une mélancolie douce, apaisée. Il avait fermé la boucle. Il avait demandé pardon. Et il avait été pardonné. Il remonta dans sa Peugeot. Il ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre. 1 mois, 1 an. Mais il savait qu'il ne vivrait plus jamais dans le mensonge. Il avait retrouvé son intégrité. En démarrant, il jeta un coup d'œil au rétroviseur. La petite maison au volet bleu disparaissait dans la brume, mais la lumière d'Élise, elle, voyageait avec lui. Cette histoire nous enseigne que le temps ne répare pas tout. C'est le courage de la vérité qui répare. Henry a trouvé sa paix au prix d'un voyage douloureux vers son passé. Et vous ? Y a-t-il des lettres non ouvertes dans votre vie ? Des mots non dits ?
Des pardons non accordés? N'attendez pas qu'il soit trop tard. La vie est trop courte pour les malentendus. Si ce récit a touché une corde sensible en vous, s'il vous a donné envie de briser vos propres silences, alors notre mission est accomplie. Abonnez-vous à cette chaîne. Rejoignez notre communauté de cœurs vivants. Ensemble, apprenons à vivre sans regret, les yeux grands ouverts sur la vérité.